Je m'appelle Isabeau Claret. J'ai 34 ans. Et je veux vous raconter le moment où je me suis retrouvée debout dans une banque à Lisbonne, au Portugal, sans aucune carte qui fonctionnait, avec 14% de batterie sur mon téléphone et une feuille de papier à en-tête de l'hôtel pliée en quatre dans les mains. Une feuille sur laquelle j'avais écrit, numéroté, toutes les options qu'il me restait. Parce que faire une liste était la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer sur le marbre de ce hall. Je veux vous raconter la femme derrière le guichet, celle qui s'est penchée vers moi, qui a baissé la voix pour que personne d'autre n'entende, et qui m'a dit quelque chose à quoi je pense chaque jour depuis. Mais avant d'en arriver là, il faut que je remonte, parce que ce moment-là n'a aucun sens sans tout ce qui l'a précédé. Et je vous promets, quand j'aurai fini, vous comprendrez exactement pourquoi une étrangère dans un pays étranger a vu en moi quelque chose que mon propre mari avait passé 5 ans à rendre invisible. Je m'appelle Isabeau, j'ai 34 ans, et vous regardez cette vidéo. Avant d'aller plus loin, si vous ressentez déjà quelque chose, si quelque chose dans cette première minute a atterri quelque part de réel en vous, appuyez sur j'aime, abonnez-vous pour être là à chaque partie de cette histoire, et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez, de quelle ville, de quel pays, et quelle heure il est là où vous êtes. Je veux vraiment savoir. Je lis chacun d'entre eux. Bon, laissez-moi vous ramener au début. J'ai grandi à Bordeaux, dans le quartier Saint-Michel, dans une maison qui allait parfaitement bien. Et je veux être précise avec cette expression, parfaitement bien, parce que je sais ce qu'elle dit et ce qu'elle ne dit pas. Elle dit que personne ne frappait personne. Elle dit qu'il y avait de la nourriture, du chauffage, un lycée correct, une mère qui venait à toutes les réunions parents-professeurs, et un père qui gérait le magasin 6 jours sur 7 avec une régularité qui était sa forme d'amour. Elle dit qu'en apparence, on s'en sortait. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'on était le genre de famille qui ne parlait pas des choses difficiles. On n'était pas cette famille-là. On était le genre de famille où mon père pouvait oublier de venir me chercher au concours de rédaction du rectorat, le plus grand après-midi de mes 12 ans, rentrer le soir et demander ce qu'il y avait à manger, et personne, ni ma mère, ni moi, ni mon frère Théo, ne disait rien. J'avais un diplôme roulé dans mon cartable, premier prix régional, mon nom imprimé dessus en lettres officielles. J'ai mangé ma soupe. J'ai dit que c'était une bonne journée. Et je crois que je le pensais vraiment. Parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà appris que réclamer l'attention de quelqu'un qui n'était pas là était une forme de mauvais goût. C'est ainsi que j'ai été construite. Pas abîmée, construite. Il y a une différence, même si ça m'a pris longtemps à voir. Je suis devenue très douée pour aller bien, très douée pour ne rien demander, très douée pour être la facile, la capable, celle qui gère, celle qui ne fait pas de scène. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était simplement ma personnalité, une force même. C'est seulement plus tard que j'ai compris que ce que j'avais appris, à 12 ans sur le trottoir devant la salle des fêtes de la mairie, avec mon diplôme dans les bras en attendant un père qui ne viendrait pas, c'était ceci. Les gens qui vous aiment vous oublieront parfois. Et la chose élégante à faire est de faire semblant de ne pas le remarquer. J'ai porté ça partout avec moi. À l'IAE de Bordeaux, où je travaillais le week-end dans un bar à vin des Chartrons pour payer ce que ma bourse ne couvrait pas, sans jamais appeler la maison pour dire que c'était serré. À travers le master en stratégie de marque que j'avais en partie construit moi-même, parce que certains cours avaient été supprimés faute de budget et qu'il avait fallu pallier ailleurs. Dans le diplôme dont j'étais fière, et dont mon père, le soir de la remise, avait dit pas méchamment, juste sincèrement, comme si les 5 dernières années avaient été une agréable parenthèse. Et donc, avec ça, tu fais quoi maintenant? Je l'ai porté dans ma carrière, un poste de responsable senior en stratégie de marque dans un cabinet de conseil parisien que j'avais construit moi-même, négocié moi-même, des comptes internationaux, 4 pays en un an. J'étais bonne dans mon travail parce que j'étais précise et calme sous pression, et j'étais précise et calme sous pression parce que je m'entraînais depuis l'âge de 12 ans, et personne autour de moi ne le savait. Y compris Camille, ma collègue de master devenue meilleure amie, directrice artistique dans le 10e, la personne la plus perspicace que je connaisse, et même elle ne connaissait la version professionnelle de l'histoire que depuis longtemps. Et je l'ai portée dans mon mariage.
J'ai rencontré Renaud lors d'une soirée professionnelle à Paris quand j'avais 28 ans. Il était certain d'une façon que j'ai trouvée immédiatement apaisante. La façon dont une pièce silencieuse est apaisante après une longue journée dans le vent. Il savait ce qu'il voulait commander avant que le serveur arrive. Il avait des opinions sur les choses et les énonçait sans s'excuser. Il faisait attention à moi d'une façon spécifique, soignée, qui ressemblait, à l'époque, à être choisi. On s'est mariés quand j'avais 29 ans. Et pendant les 2 premières années, peut-être 3, c'était bien. Pas parfait, aucun mariage n'est parfait, mais bien, fonctionnel, suffisamment chaleureux. Et puis quelque chose a changé. Pas d'un coup, lentement, comme les fondations d'une maison qui se tassent et qu'on ne remarque que le jour où une porte qui fermait facilement ne ferme plus tout à fait dans le cadre. Les conversations sont devenues plus courtes. Le compte joint qu'il gérait parce qu'il était meilleur avec les chiffres, ses mots, et j'étais d'accord, pourquoi pas, est devenu quelque chose sur lequel j'avais de moins en moins de visibilité. Les voyages que je faisais pour le travail, dont il était fier au début, sont devenus la preuve de ma non-disponibilité. Les soirs où j'appelais Camille, qui m'entend penser à voix haute mieux que personne, il les remarquait et ne disait rien, ce qui était d'une certaine façon pire que s'il avait dit quelque chose. Si vous avez déjà été dans une relation où la température baisse 1 degré à la fois, où vous réglez votre propre thermostat pour compenser, encore et encore, jusqu'au jour où vous réalisez que vous avez froid et que l'autre est parfaitement à l'aise, alors je crois que vous comprenez ce que j'essaie de décrire. Et si quelque chose de précis vient de remonter en vous, je vous demande de rester avec moi. Parce que ce que je vais vous raconter maintenant, c'est la partie que je n'avais pas prévue. Environ 8 mois avant le voyage à Lisbonne, j'ai commencé à déposer discrètement de petites sommes sur un compte personnel que Renaud ne connaissait pas. Pas des milliers, 200 € ici, 150 là. Je me disais que c'était pour avoir l'esprit tranquille. Je me disais que tout le monde devrait avoir un peu d'argent de côté, que c'était juste prudent. Je ne me disais pas la vérité réelle, qui était que quelque chose dans mon corps avait commencé à tenir les comptes avant que mon esprit soit prêt à regarder le total. J'ai réservé le voyage à Lisbonne en février. Présentation client, 4 jours, habituel. Ce genre de déplacement, je l'avais fait une douzaine de fois. Le matin où je suis partie, Renaud et moi avons eu ce que je ne peux décrire que comme une conversation qui ne s'est pas terminée. Un de ces échanges qui ressemble à de la logistique, mais qui est autre chose. 2 personnes qui parlent de l'heure du vol quand elles veulent dire quelque chose que ni l'une ni l'autre n'est encore prête à formuler. Il était dans l'embrasure de la cuisine quand je suis partie. Il n'a pas porté mon sac jusqu'à la porte. Il a dit « Envoie-moi un message quand tu atterris. » Pas bon voyage, pas « tu vas me manquer », juste « envoie-moi un message quand tu atterris », comme un rappel sur un agenda, comme une case à cocher. Je lui ai envoyé un message quand j'ai atterri. La présentation s'est bien passée. Le client était satisfait. Je me sentais, pour la première fois depuis plusieurs mois, moi-même, la version de moi qui est précise et lucide et exactement là où elle devrait être. Et le soir du 2e jour, je me suis arrêtée dans une pharmacie près de mon hôtel pour acheter de l'aspirine et de la crème pour les mains. J'ai posé ma carte Visa sur le lecteur et rien ne s'est passé. J'ai essayé la carte de remplacement. Rien. Je me suis dit que c'était un problème de lecteur. J'ai payé en liquide, les 30 derniers € dans mon portefeuille. Je suis rentrée à l'hôtel. Et c'est là que j'ai compris, debout à la réception, avec une commande au room service que je ne pouvais pas régler et un téléphone à 14% de batterie, que ce n'était pas un problème de lecteur. C'était une décision que quelqu'un avait prise. Et je savais déjà, dans la partie de moi qui tenait les comptes depuis 8 mois, exactement qui l'avait prise. Je me suis assise sur le bord du lit pendant un long moment. Je n'ai pas appelé Renaud. Je veux que vous compreniez ça, parce que je crois que ça dit plus sur où nous en étions que n'importe quoi d'autre que je pourrais vous raconter. Mon mari avait, j'en étais presque certaine, bloqué toutes nos cartes pendant que j'étais seule dans un pays étranger. Et mon premier réflexe n'était pas de l'appeler. Mon premier réflexe a été de prendre le bloc-notes de la table de nuit, celui avec le nom de l'hôtel imprimé en petites lettres dorées en haut, et d'écrire une liste. Point 1. Confirmer avec la banque ce qui s'est réellement passé. Point 2. Évaluer le liquide disponible. Point 3. Déterminer quelles dépenses sont incontournables dans les 24 prochaines heures.
Point 4. Identifier qui appeler. J'ai écrit ça en petites lettres nettes, appliquées. J'ai appuyé fort sur le stylo. Et je suis restée là à regarder cette liste, et j'ai pensé au fait que appeler mon mari n'y figurait pas, et je ne l'ai pas ajouté. J'ai appelé le numéro international de la banque à la place. J'ai patienté 11 minutes en ligne. J'ai compté. Quand la conseillère a décroché, elle a confirmé qu'il n'y avait eu aucune activité fraudulente. Les cartes avaient été désactivées à la demande du titulaire du compte, cet après-midi-là, plusieurs heures plus tôt. Elle ne pouvait pas me dire qui précisément avait fait la demande. Elle ne pouvait pas annuler la désactivation lors de cet appel. Elle m'a donné un numéro de dossier, une ligne de référence, et m'a souhaité une bonne soirée d'une voix qui suggérait qu'elle avait prononcé ces mots exacts 400 fois dans la semaine. Je l'ai remerciée. J'ai posé le téléphone. Ma batterie était à 9% maintenant. J'ai branché le chargeur. Je me suis allongée sur le lit tout habillée, veste de tailleur, pantalon, les escarpins noirs pointus que j'avais portés pour la présentation, et j'ai regardé le plafond, et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps. J'ai arrêté de gérer. Juste quelques minutes. J'ai laissé le poids de ce qui se passait reposer sur ma poitrine, sans essayer de le soulever, de le reformuler, de le mettre sur une liste. Il avait choisi le moment. C'était ça que je ne pouvais pas cesser de retourner dans ma tête. Ce n'était pas impulsif. On n'appelle pas sa banque en plein milieu du voyage professionnel de sa femme à l'étranger, un mardi après-midi au hasard. On le fait exprès. On le fait parce qu'on y a pensé, qu'on l'a planifié, qu'on a choisi le moment délibérément. Le moment qu'on choisit est celui où elle est la plus exposée. J'ai mal dormi. À 4 heures du matin, je me suis levée, j'ai allumé la lumière et j'ai fait une autre liste. Celle-là était plus longue. Le lendemain matin, j'ai remis les mêmes vêtements. J'avais décidé quelque part vers 3 heures du matin que je ne défaisais pas ma valise, que quoi qu'il arrive, je ne m'installais pas à nouveau. Et je suis allée à l'agence bancaire que le concierge de l'hôtel avait entourée sur un plan touristique papier, au stylo bleu. C'était à 10 minutes à pied. J'ai marché vite, sac bandoulière contre la hanche, passeport à l'intérieur, la feuille de l'hôtel pliée dans la main. L'agence était calme à cette heure-là. Un jeudi en milieu de matinée. 2 guichets ouverts. On m'a dirigée vers celui de gauche. Son badge indiquait Anna. Elle devait avoir la cinquantaine, cheveux noirs striés de gris aux tempes, tirés en chignon bas, une veste de tailleur marine qui appartenait à la banque et pas à elle. Elle avait des lunettes de lecture sur une chaîne autour du cou qu'elle a levée pour regarder mon passeport, puis laissé retomber. Ses gestes étaient posés d'une façon qui, à ce moment précis, m'a semblé presque douloureusement apaisante. J'ai expliqué la situation avec la voix précise et contrôlée que j'utilise pour les présentations clients difficiles. J'ai posé sur le comptoir chaque document que j'avais. Passeport, carte professionnelle, numéro de compte, une capture d'écran de mes 12 derniers mois de virement de salaire. J'ai demandé la procédure pour un virement international d'urgence depuis un compte lié, celui à mon seul nom, celui avec 4 000 € dessus. Anna a écouté sans m'interrompre. Puis elle a tapé. Longtemps. Elle a décroché son téléphone de bureau, parlé en portugais, écouté, raccroché. Elle a regardé son écran à nouveau. Puis elle a dit « Les comptes joints ont été restructurés ». J'ai dit « Ce n'est pas possible. J'aurais dû recevoir une notification ». Elle a légèrement tourné son écran vers moi. Elle a pointé une adresse email dans les paramètres du compte. C'était l'adresse de Renaud. Toutes les notifications du compte, chaque alerte de transaction, chaque relevé, chaque confirmation de modification avaient été redirigées vers son adresse à lui. Pas la mienne, la sienne, depuis 9 jours. J'ai regardé cette adresse email pendant un long moment. Je pense à ce moment quand on me demande, et on me le demande toujours, à quel moment tu as su avec certitude? Et ma réponse est toujours la même. La banque à Lisbonne, un jeudi matin, en regardant son adresse email dans le champ de notification d'un compte joint que je croyais être à nous deux. Parce que ce n'était pas un homme qui avait paniqué et pris une mauvaise décision. C'était un homme qui avait passé 9 jours à mettre en place les conditions d'une décision qu'il avait déjà prise, qui avait redirigé les traces avant d'allumer la flamme. J'ai pensé à ce que ça signifie de réaliser, en un seul instant,
Que la personne avec qui vous dormez fonctionnait sur une toute autre chronologie que celle que vous croyez partager. Que pendant que vous voyagiez, présentiez, envoyiez des messages quand vous atterrissiez comme il vous l'avait demandé, lui, il exécutait. Il était déjà plusieurs crans plus loin dans un plan dont le premier mouvement était de s'assurer que vous ne pourriez pas rentrer sans sa permission. Et là, j'ai besoin de vous poser une question, parce que je crois que certains d'entre vous savent exactement ce que je décris. Est-ce que vous avez déjà découvert que quelqu'un de proche, quelqu'un qui était censé être de votre côté, avait pris des décisions dans votre dos? Que le temps où vous avez découvert, vous étiez déjà en retard? Laissez-le dans les commentaires. Dites-moi ce que ce moment a ressenti. Je lis chaque commentaire et je veux savoir si une partie de ça vous est familière. Parce que voilà ce que personne ne vous dit sur ce genre de découverte. Ça ne ressemble pas à de la colère d'abord. Ça ressemble à un vertige. Comme si le sol n'avait pas disparu, mais qu'il s'était avéré avoir toujours été légèrement plus bas que vous ne pensiez, et que vous ne vous en rendiez compte qu'en faisant le mauvais pas. J'étais là, debout, avec l'écran d'Anna tourné vers moi, et je ne pleurais pas, et je ne tremblais pas, et j'étais très, très immobile. Et c'est alors qu'Anna s'est penchée vers moi. Elle n'a pas élevé la voix. Elle m'a regardé directement, le genre de contact visuel qui ne performe pas la chaleur, il l'a. Et elle a dit, doucement, clairement, pas comme une question. Vous n'allez plus revenir. J'ai levé les yeux vers elle. Au mariage, a-t-elle dit. Vous n'allez plus y retourner. Vous le savez déjà. Lui aussi le sait. C'est pour ça que ça se passe maintenant. Je n'ai rien dit pendant ce qui m'a semblé une minute entière, mais qui était probablement 10 secondes. Puis j'ai dit, il m'a devancé. Anna a hoché la tête, une fois, lentement. Et il ne voulait pas que vous ayez des ressources quand vous la prendriez? Elle l'a dit avec une telle simplicité, sans aucun drame, comme si elle lisait un solde sur un écran. Voilà le chiffre, voilà ce qu'il signifie, voilà où on va à partir de là. J'ai regardé mes mains sur le comptoir, les deux à plat sur le marbre, les doigts légèrement écartés. Mon alliance en or jaune à la main gauche, qui prenait la lumière fluorescente. J'ai pris mon téléphone. Et je n'ai pas appelé Renaud. J'ai appelé Camille. Première sonnerie. Elle a décroché en disant mon prénom, juste Isabeau, avec la voix qu'elle utilise quand elle sait déjà que quelque chose ne va pas, une voix que j'ai déjà entendue et qui me fait toujours sentir, malgré tout, moins seule. J'ai dit 4 mots. J'ai besoin d'un avocat. Il y a eu un silence. Pas de surprise. Quelque chose qui ressemblait davantage à une respiration retenue qui se libère. Elle a dit « Je sais, j'ai un numéro. Tu as ton passeport sur toi ?» Et j'ai failli rire. J'ai failli rire parce que bien sûr qu'elle avait un numéro. Camille s'inquiétait discrètement, soigneusement, de mon mariage depuis 2 ans. Elle n'avait jamais forcé. Elle n'avait jamais dit la chose directe, la chose difficile. Et elle me dirait plus tard qu'elle avait rejoué cette décision 100 fois, se demandant si la douceur avait été de la gentillesse ou de la lâcheté. Mais elle avait un numéro prêt. Elle le portait dans son téléphone comme un plan de contingence silencieux pour un désastre qu'elle espérait ne jamais voir arriver, mais ne pouvait s'empêcher de préparer. Elle a viré 1 500 € sur mon compte personnel dans l'heure, sur son propre argent, sans hésiter, sans me faire demander 2 fois, ni m'expliquer, ni produire une chronologie de ce qui avait mal tourné. Elle a juste dit « Ça devrait tomber dans l'heure. Dis-moi quand tu le vois. » Puis elle a mis en conférence maître Julien Ferrer, dont elle avait obtenu le numéro via un dossier professionnel 8 mois plus tôt et qu'elle avait enregistré sous « au cas où ». Elle ne m'en avait jamais parlé. Je crois qu'elle savait que le nommer à voix haute aurait signifié nommer la chose avant que je sois prête, et elle m'aimait assez pour attendre. Maître Ferrer a rejoint l'appel depuis Paris. J'étais debout dans le hall de la banque portugaise, le téléphone de bureau d'Anna reconverti en haut-parleur improvisé, parce qu'Anna avait proposé son bureau sans qu'on le lui demande, puis s'était reculée et restait debout à un côté, silencieuse, comme quelqu'un qui comprend exactement combien d'espace ce moment requiert. Maître Ferrer m'a posé une question avant de dire quoi que ce soit d'autre. Est-ce que vous avez accès à des relevés du compte joint d'avant la restructuration? J'ai ouvert ma messagerie. 12 mois de relevés téléchargés. Je les avais sauvegardés avant le voyage. Pas stratégiquement, je m'étais dit.
pour avoir l'esprit tranquille. Pour la même raison que j'alimentais mon compte personnel depuis 8 mois, la raison que je n'arrivais pas tout à fait à formuler à l'époque. Je les ai envoyés à l'adresse de Maître Ferrer depuis le hall de la banque, pendant qu'Anna se tenait à 2 mètres et que Camille restait en ligne sans rien dire, ce qui était exactement juste. Maître Ferrer a été silencieux un moment après les avoir reçus. Puis il a dit « Bien, vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes vraiment pas aussi en retard qu'il le croit. » Renaud a appelé à 15h47, heure de Lisbonne. J'ai regardé son nom s'afficher sur mon écran pendant toute la durée de la sonnerie. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert mes notes et j'ai écrit 15h47, jeudi. Appel entrant. Durée, sans réponse. Maître Ferrer m'avait dit de consigner chaque contact à partir de maintenant. Je construisais un autre genre de liste. Renaud a envoyé un message à 16h12. Je l'ai lu debout devant la banque, dans la lumière fine de l'après-midi, avec le plan touristique encore plié dans mon sac et la carte de visite d'Anna dans la main. Elle me l'avait glissé dans la paume quand je suis partie, sans rien dire, juste un petit hochement de tête qui signifiait « Vous avez ça maintenant, utilisez-le si vous en avez besoin ». Le message disait « Il faut qu'on parle quand tu rentres. J'ai pris des décisions. Je crois que tu comprendras qu'elles ont du sens pour là où on en est tous les deux. » Je l'ai lu 2 fois. Je l'ai capturé en écran. Je l'ai transféré à Maître Ferrer avec un horodatage et sans commentaire, parce que Maître Ferrer m'avait dit de ne pas éditorialiser par écrit, juste documenter, juste envoyer, laisser le dossier parler de lui-même. Puis j'ai rangé mon téléphone dans mon sac et je suis retournée à l'hôtel à pied. Je veux vous dire ce que ce trajet a ressenti, parce que je crois que ça compte. C'était un jeudi après-midi à Lisbonne en fin octobre, et la lumière était cette couleur dorée basse particulière que les villes du sud de l'Europe ont en automne, où tout semble légèrement plus significatif que ça ne l'est probablement. Les rues étaient étroites et les façades étaient vieilles et carrelées et belles, et je marchais à travers tout ça dans ma tenue de présentation du 2e jour, une carte bleue inutile dans mon portefeuille et un numéro de dossier de ma banque et 1500 € de ma meilleure amie qui tombaient sur mon compte. Et je ressentais, et c'est la partie qui m'a surprise, je ressentais quelque chose qui commençait à se clarifier. Pas du soulagement, pas encore. Quelque chose de plus silencieux. La sensation précise d'une question qu'on a évitée pendant longtemps, qui se fait poser à voix haute par quelqu'un d'autre, et de réaliser qu'on connaissait déjà la réponse. Je connaissais la réponse depuis 8 mois. Je la finançais discrètement, 200 € à la fois, sur un compte qu'il ne savait pas qui existait. Je n'avais simplement pas été prête à le dire, même à moi-même. Ce soir-là, j'ai commandé au room service avec l'argent de Camille, et je me suis assise sur le lit de l'hôtel, et j'ai rappelé Maître Ferrer. Un appel propre, pas une conférence, juste nous deux, et il m'a guidée à travers ce qu'il avait trouvé dans les 12 mois de relevé que je lui avais envoyés. Il était calme, méthodique. Le genre de calme qui est en réalité plus alarmant que l'urgence, parce qu'il signifie que la personne qui vous délivre l'information l'a déjà vue avant et sait exactement ce que c'est. Il a dit « Madame Claret, la restructuration des notifications n'était pas le début. D'après ce que j'ai devant moi, les mouvements ont commencé il y a environ 22 mois. Petits au départ, réguliers. Le genre de virement qui ne déclenche pas de signalement automatique pris individuellement, mais qui raconte une histoire très claire quand on les met côte à côte. 22 mois. J'ai fait le calcul assise là sur le lit de l'hôtel. 22 mois plus tôt, je venais d'être promue responsable senior. 22 mois plus tôt, Renaud et moi étions allés passer un long week-end en Bretagne, et ça avait été, je m'en souvenais comme d'un bon moment. Un de ces derniers moments où les choses semblaient vraiment bien se passer entre nous. Il déplaçait de l'argent depuis 22 mois. J'ai dit « Combien ?» Maître Ferrer a marqué une pause. Pas parce qu'il ne savait pas, je l'entendais le savoir, le tenir, décider comment le délivrer. Il a dit « D'après ce que je peux tracer à partir de ses relevés seuls et ses préliminaires, nous parlons d'une fourchette de 300 à 350 000 € en actifs qui ont été discrètement repositionnés. » J'ai éloigné le téléphone de mon oreille une seconde. Pas parce que je pleurais, je ne pleurais pas. Parce que j'avais besoin d'un instant où personne ne pouvait entendre ma respiration. Puis j'ai remis le téléphone à mon oreille et j'ai dit « Qu'est-ce que je fais maintenant ?»
et maître Ferrer a dit « Vous prenez l'avion, vous ne retournez pas au domicile conjugal, et vous me laissez travailler. » Je pensais au message qu'il avait envoyé. Je crois que tu comprendras qu'elles ont du sens pour là où on en est tous les deux. L'assurance de ça. L'hypothèse que je recevrais ce qu'on m'avait fait et que je trouverais le moyen de l'appeler raisonnable. Je comprenais quelque chose à ce moment-là que je veux dire avec précaution, parce que je ne crois pas que Renaud soit un monstre. Je crois que c'est un homme qui avait peur. Peur d'être quitté, peur d'être ordinaire, peur que le contrôle qu'il avait construit dans notre mariage était déjà en train de lui échapper, et que cette peur s'était aigrie, sur 22 mois, en quelque chose qui ressemblait à de la stratégie. Il s'était dit qu'il agissait le premier. Il s'était dit que j'étais déjà partie et qu'il ne faisait que se protéger. Il avait construit une version des événements dans laquelle il était la partie raisonnable, prenant des décisions difficiles, mais nécessaires. Ce qu'il n'avait pas construit, c'était un compte-rendu de ce que ça ferait d'être la femme debout dans une banque à Lisbonne, en train de réaliser que le filet de sécurité avait été coupé 8 mètres en dessous d'elle, minuté à la seconde. Je ne suis pas sûre qu'il ait jamais pensé à cette partie-là. Mon vol était le lendemain matin. J'étais à la porte d'embarquement 2 heures à l'avance parce qu'il ne me restait plus rien dans la chambre d'hôtel et nulle part ailleurs où je voulais être. Je suis restée assise à la porte avec un café acheté avec les derniers centimes du virement de Camille et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai appelé mon frère Théo. Il était tôt à Nantes, à peine 7 heures du matin, et il a répondu à la 3e sonnerie avec la voix de quelqu'un qui dormait, mais qui essayait de ne pas le montrer. J'ai dit « Je rentre de Lisbonne. Des choses se sont passées. Je vais bien, mais je voulais que tu le saches. » Il a dit « Isabeau, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et je lui ai dit « Pas tout. Maître Ferrer m'avait conseillé de garder le cercle restreint tant que la procédure n'était pas engagée. Mais assez. Assez pour que mon frère, que j'avais protégé de mes doutes pendant 5 ans, à qui j'avais souri et donné la version composée de ma vie, soit très silencieux au bout du fil. Puis il a dit « Je viens à Paris. » J'ai dit « Tu n'es pas obligé ?» Il a dit « Isabeau, je viens à Paris. » Et je l'ai laissé faire. Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai laissé quelqu'un venir sans l'en dissuader. Camille était dans le hall des arrivées quand j'ai atterri. Pas dehors au bord du trottoir, à l'intérieur, après les contrôles de sécurité, dans le hall où les familles attendent avec leurs pancartes et leurs ballons, et cette énergie nerveuse particulière des gens qui comptent les minutes. Elle était là avec un café dans chaque main, et elle m'a regardée quand je suis passée les portes avec mon bagage cabine et mon passeport et mon sac bandoulière, et elle n'a pas dit « Je suis tellement désolée », et elle n'a pas dit « Je le savais », et elle n'a pas dit quelque chose conçu pour faire du moment quelque chose qui lui appartienne. Elle m'a tendu un café et elle a dit « Son avocat a déposé une demande de séparation ce matin. Maître Ferrer a déjà répondu. Tu n'es pas en retard. Tu n'es vraiment pas en retard du tout. » J'ai pris le café. J'ai dit « Comment tu es aussi efficace ?» Elle a dit « Je m'entraîne depuis 8 mois. » On a marché jusqu'à sa voiture. Elle a mis mon sac dans le coffre, elle a démarré. Et quelque part sur le périphérique, en direction de Paris, dans la circulation ordinaire d'un mardi après-midi, avec les immeubles qui commençaient à apparaître et le café qui refroidissait dans ma main, j'ai senti quelque chose s'ouvrir dans ma poitrine. Pas se casser, l'autre sorte d'ouverture, celle qui signifie que quelque chose qui était fermé trop hermétiquement prend enfin l'air. Si vous avez déjà tenu quelque chose ensemble si longtemps et si soigneusement que vous aviez oublié que vous le teniez, et puis quelqu'un est arrivé, simplement arrivé, sans annonce, sans cérémonie, juste voilà un café, et voilà ce que je sais, et tu n'es pas en retard. Alors vous savez exactement ce que j'ai ressenti dans cette voiture. C'est le moment sur lequel je veux rester avec vous un instant, parce que je n'ai pas de mots plus grands que ce qu'il mérite. La seule chose que je peux dire, c'est que ça comptait plus que de gagner. Plus que le règlement, plus que tout ce qui a suivi. Ça comptait qu'elle soit là, simplement là. Si ça a atterri quelque part en vous, si vous avez déjà eu quelqu'un qui se présente exactement comme ça, ou si vous avez été la personne dans le hall d'arrivée pour quelqu'un qui avait besoin que vous soyez là, appuyez sur j'aime. Abonnez-vous pour être là pour la suite. Parce que ce qui vient ensuite est la partie que je n'aurais pas pu prévoir, et je ne veux pas que vous la ratiez. Je ne suis pas retournée à l'appartement. On est allé chez Camille.
Elle avait préparé la chambre d'amis. Pas de façon élaborée, juste des draps propres et un verre d'eau sur la table de nuit, et les stores réglés pour que la lumière du matin ne tombe pas directement. Les petites gentillesses. Celles qui ne coûtent presque rien à quelqu'un et qui signifient presque tout. J'ai posé mon sac. Je me suis assise sur le bord du lit. J'avais encore la veste de tailleur sur le dos. J'avais un bagage cabine, mon passeport, mon téléphone et 12 mois de relevés bancaires que j'avais téléchargés avant un voyage professionnel pour avoir l'esprit tranquille. Et j'ai pensé, voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ressemble vraiment recommencer. Pas une scène dramatique, pas un discours, pas une porte claquée avec les bons mots suspendus dans l'air. Ça ressemble à la chambre d'amis de votre meilleur ami un mardi. Ça ressemble à un verre d'eau que quelqu'un a pensé à poser sur la table de nuit. Ça ressemble, je pensais, exactement à quelque chose que je peux traverser. La procédure légale a duré 11 mois. Je veux le dire simplement, sans drama, parce que je crois qu'une des choses que personne ne vous dit sur l'après d'un mariage qui se termine, c'est à quel point c'est administratif. Combien il y a de formulaires, combien de courriels qui commencent par « suite à notre entretien » et se terminent par un numéro de dossier. Combien de fois vous vous asseyez dans une pièce qui sent l'air recyclé et le tonneur d'imprimante et vous parlez de votre vie en termes d'actifs et de passifs et de dates de virement, et combien c'est étrange de réaliser que les années les plus intimes de votre existence peuvent être réduites, sur le papier, à une colonne de chiffres. Je suis restée chez Camille 3 semaines, puis j'ai trouvé un petit appartement dans le quartier de Belleville. 2 pièces, 2e étage, une fenêtre dans la cuisine qui donnait à l'est pour que les matins soient lumineux. J'ai signé le bail un mercredi. J'ai porté mes propres cartons dans les escaliers. Théo était venu de Nantes la semaine précédente et m'avait aidé à récupérer mes affaires. 2 voyages, en milieu de journée quand Renaud était au bureau, l'assistante de Maître Ferrer présente comme témoin, parce que Maître Ferrer m'avait déconseillé d'y aller seul. Renaud n'était là ni à l'une ni à l'autre occasion. Je ne sais pas si c'était délibéré ou une coïncidence. J'ai cessé d'essayer de déterminer lesquelles de ces absences étaient stratégiques et lesquelles étaient simplement des absences. J'ai pris mes vêtements. J'ai pris les affaires de cuisine qui étaient les miennes avant le mariage. J'ai pris le cadre accroché dans l'entrée, une aquarelle des Calanques de Cassis que ma grand-mère avait acheté dans un marché d'artisans à Bandol quand j'avais 7 ans. J'ai laissé les meubles. J'ai laissé la belle vaisselle. J'ai laissé la photo de mariage qui était posée sur l'étagère du salon depuis 5 ans. Je n'ai pas pris mon alliance en partant. Je l'avais retirée dans la chambre d'amis de Camille le premier soir, posée sur la table de nuit à côté du verre d'eau, et le lendemain matin, je l'avais glissée dans la petite poche zippée de mon sac bandoulière, où elle avait siégé 3 semaines, parce que je ne savais pas quoi faire d'autre avec elle. Finalement, je l'avais mise dans un tiroir du nouvel appartement. Je n'ai toujours pas décidé ce que j'en ferais. Certaines décisions n'ont pas besoin d'être prises immédiatement. J'apprends à être en paix avec ça. L'experte comptable judiciaire que Maître Ferrer avait mandatée s'appelait Isabelle Marchand, et je veux vous parler du jour où elle a présenté ses conclusions, parce que c'était un des moments les plus étranges de ces 11 mois. On était dans la salle de réunion de Maître Ferrer. Lui, Isabelle, moi, et une collaboratrice qui prenait des notes et ne levait jamais les yeux de son bloc. Isabelle avait une présentation, des diapositives imprimées, reliées en spirale. Elle avait marqué les pages pertinentes avec des onglets de couleur, ce que j'ai remarqué immédiatement et que j'ai respecté de façon presque irrationnelle. Elle a retracé 22 mois de virements, les petits et les plus grands, des comptes intermédiaires et des apports à des investissements redirigés, et une SCI que Renaud avait discrètement constituée 18 mois plus tôt, sous le nom d'un associé de longue date, que j'avais rencontré exactement une fois à un dîner professionnel et que j'avais trouvé quelconque. 340 000 €. C'était le chiffre sur lequel Isabelle a conclu, après 11 mois de traçage. 340 000 € d'actifs matrimoniaux, méthodiquement repositionnés sur 22 mois, dans des structures conçues pour être difficiles à trouver, sans quelqu'un comme Isabelle qui les cherche. Maître Ferrer m'a regardé quand Isabelle a fini. Il a dit « Ça change significativement le calcul du règlement ». J'ai dit « Je sais ». Ce que je n'ai pas dit, dans cette salle de réunion qui sentait l'air recyclé et le tonneur d'imprimante, c'est ce que je ressentais vraiment.
ce qui n'était pas du triomphe, ce qui n'était pas de la satisfaction, ce qui était quelque chose de plus proche d'un deuil précis et silencieux, le deuil de la confirmation. D'avoir soupçonné quelque chose et de se voir montrer la preuve, et de réaliser qu'une partie de vous avait espéré, jusqu'à cet instant exact, avoir eu tort. 340 000 €, 22 mois, une SCI enregistrée sous le nom de quelqu'un d'autre. Il avait été très occupé pendant que j'allais bien. Camille m'a appelé le lendemain matin de la présentation d'Isabelle. Elle avait eu des nouvelles du cabinet de Maître Ferrer, je l'avais autorisée, et elle a dit « Comment tu vas ?» J'ai dit « Je suis assise par terre dans ma cuisine. » Elle a dit « C'est grave ?» J'y ai réfléchi. « Non, j'ai dit. Je crois que c'est juste là où j'avais besoin d'être. » Elle a été silencieuse un moment. Puis elle a dit « Pour ce que ça vaut. Et je sais que ça ne rend rien plus facile. Je crois que tu devrais savoir que j'avais appelé ce numéro d'avocat 8 mois avant Lisbonne. Juste pour poser une question générale. Juste pour savoir à quoi ressemblait la procédure. » J'ai dit « Je sais, Camille. » Elle a dit « Tu savais ?» J'avais deviné, j'ai dit. Quand tu avais le numéro prêt en 30 secondes, j'avais deviné. Un autre silence. Puis, j'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Tu l'as dit au moment où j'étais prête à l'entendre, je lui ai dit. C'est pas rien. Et je le pensais. J'ai beaucoup réfléchi au timing ces derniers mois, à la différence entre la vérité qui atterrit et la vérité qui est disponible. Camille avait la vérité disponible depuis 8 mois. Elle a atterri le matin où elle a décroché à la première sonnerie et dit « Je sais, j'ai un numéro ». Ce sont deux choses différentes, et les deux étaient des actes d'amour, et je ne crois pas que l'un valait mieux que l'autre. L'avocat de Renaud avait déposé la demande de séparation le matin où j'avais pris l'avion pour rentrer, un document qui reflétait une version de nos finances matrimoniales qui ne tenait pas compte de 340 000 € d'actifs repositionnés, parce que Renaud avait vraisemblablement supposé que personne ne regarderait assez attentivement pour les trouver. Maître Ferrer avait répondu à ce dépôt dans les 48 heures. La réponse comprenait les conclusions préliminaires d'Isabelle, les 12 mois de relevés que j'avais téléchargés avant le voyage à Lisbonne, les redirections de notifications documentées et la chronologie de la restructuration des comptes mise en regard de mon calendrier de déplacement professionnel, ce qui établissait, clairement et sans éditorialiser, que la désactivation des cartes avait été exécutée pendant que j'étais en présentation client dans un pays étranger sans accès à des fonds alternatifs. La médiation a pris 4 sessions. Renaud ne m'a pas regardé pendant les 2 premières. Lors de la 3e session, son avocat a demandé une suspension qui a duré 40 minutes, et quand ils sont revenus, les termes avaient changé de façon substantielle. Je veux être honnête sur ce qu'a ressenti le règlement final, parce que je crois que l'honnêteté est la seule chose qui rende tout ça valable à raconter. Ça ne ressemblait pas à une victoire. Ça ressemblait à arriver à un chiffre qui était juste, après 11 mois de travail et de documentation et 4 sessions dans une salle de médiation et une experte comptable avec des onglets de couleur. Ça semblait correct de la façon dont une équation équilibrée semble correcte. Pas émotionnelle, juste vrai. Je suis sortie de la dernière session un vendredi après-midi de septembre. Maître Ferrer m'a serré la main. Isabelle avait envoyé un SMS qui disait simplement « Bien travaillé ». Camille avait envoyé un message vocal de 43 secondes, qui était surtout elle qui soufflait, puis qui disait, d'une voix qui essayait très fort de ne pas être émue « Voilà, voilà. Maintenant, va manger quelque chose de bon. » Je suis restée assise dans ma voiture dans le parking un moment. J'ai pensé à Renaud. Pas avec de la colère, plus maintenant, ou pas principalement. Je pensais à lui comme j'avais commencé à le faire dans les mois depuis Lisbonne, comme un homme qui avait genuinement peur d'être quitté, qui avait confondu le contrôle et la sécurité depuis si longtemps qu'il ne savait plus faire la différence, qui avait construit une belle pièce verrouillée et l'avait appelée un mariage, puis avait paniqué quand il avait senti les murs bouger. Je comprenais sa logique. Je ne l'excusais pas. Ce sont deux choses différentes aussi, et les tenir toutes les deux en même temps est une des choses les plus difficiles que j'ai appris à faire. J'ai appris par Théo, qu'il avait appris par une amie commune,
comme les nouvelles voyages dans l'écosystème particulier des gens qui ont tous assisté au même mariage de région pendant une décennie, que la situation professionnelle de Renault s'était compliquée dans les mois suivant le règlement. La SCI qu'Isabelle avait mise au jour avait soulevé des questions qui s'étendaient au-delà de notre divorce, dans des domaines qui ne me concernaient plus et que j'avais choisi, délibérément, de ne pas suivre de près. Je n'ai pas ressenti de satisfaction en apprenant ça. J'ai ressenti quelque chose de plus proche de la lassitude, la fatigue précise d'être encore connectée, même à distance, à une histoire qui m'avait coûté tellement pendant si longtemps. Je lui ai souhaité, quelque part dans la partie silencieuse de moi-même qui se souvenait encore du week-end en Bretagne et des 2 premières années où les choses étaient encore chaleureuses, quelque chose que je ne peux décrire que comme la chance de devenir plus honnête qu'il ne l'avait été. Je ne sais pas s'il l'a saisi. Ce n'est plus à moi de le savoir. Théo est revenu à Paris pour un week-end en octobre. Cette belle lumière d'octobre, la même qualité que j'avais remarquée à Lisbonne 1 an plus tôt. Ce doré bas qui fait que tout a l'air d'être déjà en train d'être mémorisé, même pendant que ça se passe. On était assis sur le petit balcon de mon appartement, avec des barquettes de plats à emporter entre nous, et il a dit, de nulle part, avec la façon qu'a Théo de nommer les choses de biais, « J'ai toujours cru que tu étais la forte parce que rien ne t'atteignait. Je ne réalisais pas que rien ne t'atteignait parce que tu ne le montrais jamais. » Je l'ai regardé. Il avait les mêmes yeux noisettes que notre mère, et il me regardait avec une expression que je ne lui avais pas vue avant. Quelque chose de soigneux et un peu honteux, le regard de quelqu'un qui révise en temps réel une croyance qu'il portait depuis longtemps. J'ai dit, « Je ne le montrais pas parce que je croyais que c'était ça, être forte. » Il a dit, « Et qu'est-ce que tu crois que c'est maintenant ?» J'y ai réfléchi. À Anna dans la banque, qui s'était penchée vers moi. À Camille qui avait décroché à la première sonnerie. À la voix de Maître Ferrer qui disait « Vous n'êtes pas en retard ». Aux onglets de couleur d'Isabelle. À Théo au téléphone à 7 heures du matin à Nantes qui disait « Je viens à Paris » et qui n'avait pas attendu la permission. J'ai dit « Je crois que c'est laisser les gens arriver ». Il a hoché la tête. Il a pris sa barquette. Il a dit « Tu es meilleur à ça qu'avant ». J'apprends, j'ai dit. Et on est resté là dans la lumière d'octobre, à manger nos plats et à ne plus rien dire pendant un moment. Et ce silence était le plus confortable que j'avais partagé avec quelqu'un depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir. J'ai écrit une lettre à Anna. Pas un courriel, une lettre, sur papier, dans une enveloppe avec un timbre international. J'ai trouvé l'adresse de son agence sur le site de la banque. Je ne sais pas si elle l'a reçue. Je ne sais pas si elle se souvient de moi. Elle doit voir des dizaines de personnes à ce guichet chaque semaine. Chacune a une version d'un carrefour, chacune tenant ses documents et sa contenance, et ce qui reste de la chose avec laquelle elle était entrée. Mais je l'ai écrite quand même, parce que certaines choses ont besoin d'être dites, même si on n'est pas certain qu'elles seront entendues. Je lui ai dit ce qui s'était passé après que j'ai quitté la banque ce jeudi-là. Je lui ai dit pour Camille et le virement, et Maître Ferrer et Isabelle Marchand, et les 11 mois, et le règlement, et le petit appartement avec la fenêtre de cuisine qui donne à l'est. Je lui ai dit que je pense à ce qu'elle a dit, vous n'allez plus revenir, non pas comme une prophétie, mais comme une permission. La permission d'arrêter de faire semblant que rentrer était encore une option réelle. D'arrêter de gérer la distance entre ce que je savais et ce que j'étais prête à dire. Je lui ai dit qu'elle avait fait pour moi quelque chose que je ne suis pas sûre qu'elle savait faire. Qu'elle avait vu, dans la façon dont j'avais posé mes mains à plat sur ce comptoir et regardé cette adresse email sur son écran, quelque chose qu'elle reconnaissait, et elle l'avait nommé, doucement, sans en faire une production, sans rien attendre de moi en retour. Je lui ai dit que je crois que c'est une des choses les plus rares qu'une personne puisse faire pour une autre. J'ai signé avec mon prénom. Juste mon prénom. Isabeau. Je m'appelle Isabeau Claret. J'ai 34 ans. Je vis dans un appartement au 2e étage à Belleville, avec des fenêtres qui donnent à l'est et une aquarelle des calanques de Cassis au-dessus de ma table de cuisine que ma grand-mère avait achetée dans un marché d'artisans à Bandol quand j'avais 7 ans. Le mardi matin, je fais du café avant que le soleil soit tout à fait levé et je m'assieds à cette table avec la lumière qui entre et je ne fais pas de liste. Je suis juste là. Il m'a fallu du temps pour apprendre à faire ça, à être dans un moment silencieux sans immédiatement essayer de le gérer.
J'apprends encore. Mais je sais ceci. Quelque part à Lisbonne, un jeudi matin d'octobre, une femme que je n'avais jamais rencontrée s'est penchée par-dessus un guichet de banque et m'a dit quelque chose que je savais déjà. Et je suis rentrée en avion et je ne suis pas retournée en arrière et j'ai laissé les gens arriver pour moi, un par un, de leur façon spécifique et imparfaite et irremplaçable. Et je suis, pour la première fois depuis très longtemps, exactement là où je suis censée être. Avant de partir, je veux vous poser une question, et je le pense vraiment, pas comme une formalité. Est-ce qu'un étranger a jamais vu quelque chose en vous que les gens les plus proches avaient cessé de voir? Est-ce que quelqu'un que vous connaissiez à peine a dit la chose exactement juste au moment exactement juste, la chose qui vous a donné la permission d'arrêter de faire semblant? Laissez-le dans les commentaires. Dites-moi votre version de ce moment. Je lis chacun d'entre eux, et je crois qu'on est plus nombreux qu'on ne le pense. Des gens qui ont tenu les choses ensemble si bien et si longtemps que la chose la plus radicale que quelqu'un pouvait faire était simplement de nous dire la vérité. Si cette histoire est restée avec vous, si une partie de ça vous a semblé familière, ou vous a donné quelque chose dont vous aviez besoin aujourd'hui, appuyez sur j'aime. Abonnez-vous pour être là à la prochaine histoire et partagez-la avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre qu'être bloqué n'est pas la même chose qu'être perdu. Je m'appelle Isabeau et je vous retrouve dans la prochaine. Mais laissez-moi vous dire une dernière chose, parce que je ne veux pas quitter cette histoire sans vous dire la partie que j'ai mise le plus longtemps à comprendre. Pendant des mois après Lisbonne, ce qui me revenait le plus souvent n'était pas le message de Renaud, ni les chiffres qu'Isabelle avait étalés sur la table de réunion, ni même la voix de Maître Ferrer qui disait « Vous n'êtes pas en retard ». Ce qui me revenait, c'était le moment sur le bord du lit de la chambre d'amis de Camille, le premier soir, encore en veste de tailleur, à regarder le verre d'eau sur la table de nuit. Ce verre d'eau. Ce n'était rien. C'était un geste de 30 secondes que Camille avait fait en préparant la chambre, sans y penser, sans le noter dans sa tête comme un acte de générosité particulier. Un verre d'eau sur une table de nuit. Et pourtant c'est ça que je revoyais. Pas les documents, pas le règlement, pas la conversation dans la banque, aussi décisive qu'elle ait été. Le verre d'eau. J'ai réfléchi longtemps à pourquoi, et je crois que j'ai compris quelque chose que je veux vous dire, même si c'est difficile à formuler sans que ça semble plus grand qu'une simple observation. Je crois que pendant toutes ces années, depuis l'âge de 12 ans sur le trottoir avec mon diplôme, pendant les études à Bordeaux, pendant le mariage, pendant les 8 mois où je déposais 200 € sur un compte secret en me racontant que c'était juste de la prudence, pendant tout ce temps, je m'étais habituée à ne pas avoir besoin. Pas vraiment. À convertir le besoin en autonomie, à appeler l'isolement de l'indépendance, à prendre la distance des autres comme une preuve que je m'en sortais bien, et non comme un signal que quelque chose ne se passait pas comme ça devrait. Et le verre d'eau était la preuve que l'autre chose était possible, que quelqu'un pouvait penser à moi, pas parce que je l'avais demandé, pas parce que j'avais produit une liste de mes besoins et la lui avais présentée de façon organisée, mais simplement parce qu'elle m'avait regardé et avait pensé « Elle va avoir soif cette nuit » et avait posé un verre d'eau.